Chers élèves du tronc commun, bonjour. C'est toujours avec grand plaisir de vous rencontrer à travers ces capsules vidéo centrées sur les œuvres au programme. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une activité de travaux encadrés centrée sur la dernière œuvre au programme, à savoir le bourgeois gentilhomme de Molière. Après avoir découvert le long de cette année, après avoir découvert les types de textes dans le premier module, les genres littéraires, nous avons découvert aussi les nouvelles réalistes, que ce soit au chant, la ficelle, et puis nous avons enchaîné avec les nouvelles fantastiques. Nous avons trop attardé sur les caractéristiques de forme et de fond de l'une ou bien l'autre. Maintenant, on va découvrir ensemble, le long des semaines à venir, nous allons découvrir un autre genre littéraire, à savoir le théâtre, par le truchement, par le moyen de cette œuvre-là de Molière. Nous allons voir les particularités de l'écriture théâtrale. Alors, l'activité d'aujourd'hui vise à vous donner un avant-goût à la découverte de la comédie ou bien du théâtre en général. Donc nous visons vous familiariser avec l'œuvre de Molière. Notre plan consiste d'abord à faire un tour d'horizon du contexte historique et culturel plutôt de l'œuvre, avoir une idée aussi sur la biographie de l'auteur et ses œuvres qu'il avait écrites. On va vous donner une petite idée sur quelques titres d'œuvres écrites par Molière. Et puis, on va passer à définir ce que c'est que le théâtre et ce que c'est que le théâtre classique. Puis, nous allons vous donner différentes significations du terme théâtre. Après, nous allons enchaîner avec la comédie qui nous concerne dans cette œuvre-là. Et après, nous allons faire un tour de présentation des personnages de cette pièce-là par ordre d'importance. Et vers la fin, nous allons vous proposer une petite genèse ou un petit résumé de la pièce. Premier point, le contexte historique et culturel de l'œuvre. Bien sûr, tout le monde sait que Molière est une figure littéraire qui avait marqué l'histoire de la France au XVIIe siècle. À cette époque, la France était sous le règne, avait connu le règne de 3 rois, surtout dans la période entre 1610 et 1715. C'est la période où les 3 Louis avaient régné. À ce moment, la société française était divisée en 3 classes sociales, ou ce qu'on appelle le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé et la noblesse étaient des classes en quelque sorte privilégiées, et entre les deux s'installe le tiers-état. Quand on dit clergé, donc on entend par le terme en quelque sorte l'Église. La noblesse, c'est la haute sphère sociale de la société française à l'époque.
Et à ce moment-là, la France avait connu une certaine instabilité parce qu'il avait connu une succession de quoi? De guerres. Des guerres très graves et qui ont généré beaucoup de dégâts et surtout des dégâts humains. La France avait passé par une période de famine et qui a provoqué la mort d'un certain nombre de citoyens. Ce qui a, bien sûr, j'ai dit, causé une forte mortalité de la population française. Cette population, en général, était analphabète. Et l'accès à l'éducation était convoité par la haute sphère sociale, à savoir la noblesse et la bourgeoisie. Donc, l'éducation était juste un privilège. Ce n'était pas donné aux autres classes sociales. Et à ce moment-là, quelques femmes, quelques figures féminines appartenant à la noblesse avaient joué un rôle prépondérant dans la littérature française, surtout par leur direction des salons littéraires. On peut citer entre autres deux noms. Madame de Sévigné et Madame de Lafayette. Bon, elles étaient deux amies trop proches l'une à l'autre. Et quand on dit Madame de Lafayette ou Madame de Sévigné, donc ce sont des femmes qui organisaient à l'époque des salons et qui invitaient les grandes figures littéraires, les grands écrivains français à l'époque, comme Racine, Boileau et autres. La liste est longue. Alors, pour servir sa gloire, le roi Louis XIV avait donné de l'importance à la présentation dramatique, surtout qu'il avait accordé des pensions à l'égard de Molière. Ce dernier bénéficiera du soutien royal pour donner ainsi un certain essor au théâtre ou à la pratique dramatique ou à l'art dramatique à l'époque. De ce fait, le monde littéraire avait connu un certain développement, ce qui s'explique par, à ce moment-là, la création de l'Académie française. Bien sûr, elle a été fondée aux environs de 1634 et officialisée en 1635 par le fameux Charles Richelieu. L'Académie française était chargée de quoi? D'établir les règles du bon emploi, du bon usage de la langue française. Deuxième point, le théâtre classique. D'abord, ce que je suggère pour nous, le terme théâtre. Le mot théâtre admet plusieurs sens. Il admet une multitude de significations, parmi lesquelles on peut citer, par exemple, le théâtre signifie la salle, le lieu ou la construction, d'accord, destinée au spectacle, à la présentation dramatique, à l'art dramatique. C'est le lieu où l'on peut suivre une pièce de théâtre en tant que spectacle. Le théâtre désigne le lieu. C'est l'endroit aussi où les acteurs jouent. Quand on dit le lieu où les acteurs jouent, bien les comédiens jouent leur rôle, donc cela signifie aussi la scène. Le théâtre aussi désigne l'art
ou bien la littérature dramatique, l'ensemble des pièces théâtrales, les pièces de théâtre d'un écrivain, d'un dramaturge quelconque, d'un pays ou d'une époque définie. À l'exemple du théâtre de Corneille, le théâtre de Molière, le théâtre grec, et ainsi de suite. Le théâtre aussi, c'est l'art visant à représenter devant un public, devant un spectateur, devant les spectateurs plutôt, une suite d'événements selon des règles strictes, d'accord, variant d'une époque à l'autre, parce que le théâtre, le long de l'histoire, il avait connu un changement de règles qui régissent la pratique de théâtre, ou bien qui régissent la représentation dramatique. Les règles du théâtre classique. On vient de signaler qu'à travers l'histoire, la représentation dramatique a été régie par plusieurs règles. On peut, dans cette intervention, insister sur les règles suivantes. Ils sont au nombre de 3. La fameuse règle dite l'unité de l'action, l'unité de lieu, l'unité de temps. Qu'est-ce qu'on entend par unité de lieu? C'est ce qu'on appelle le décor, le lieu unique, l'endroit où se déroulent les événements, où se déroule la scène ou la pièce. Qu'est-ce que suggère pour nous l'expression unité du temps? L'unité de temps suppose que l'action ou bien l'événement doit se passer le long d'une certaine durée qui ne doit pas dépasser 24 heures, comme nous allons le voir, que ce soit dans la pièce de Molière, Le Bourgeois gentilhomme, ou bien d'autres pièces les années à venir. L'événement commence le matin et se termine vers le coucher du soleil ou vers le soir. Donc ça ne doit pas dépasser 24 heures. L'unité de l'action. L'unité d'action qui est la 3e règle du théâtre classique. Ça veut dire que on joue une pièce théâtrale centrée sur un seul événement, ou ce qu'on appelle l'événement central. Donc, il s'agit d'un seul problème, d'une seule situation, d'une seule crise, d'un seul, conflit, d'un seul événement. Donc, toute la pièce se déroule autour d'une seule action. S'il n'y a pas d'unité du lieu, donc il y aura un démantèlement, d'accord, éclatement du lieu, donc ce n'est pas possible. Donc ça ne respecte pas la règle de l'unité du lieu dans le théâtre classique. Donc l'autre règle, ce qu'on appelle la règle de la vraisemblance, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner à la pièce une image propre de la réalité. La règle de la bienséance, c'est une question d'éthique dans la représentation, la présentation dramatique. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, c'est une règle qui ne permet pas, qui interdit de présenter sur scène toute forme de violence, toute scène qui, en quelque sorte, illustre des conflits sanguins, ce qui est interdit sur scène. Les duels, les scrimes et tout ça, tout ce qui fait couler du sang, tout ce qui représente, tout ce qui est jugé acte violent, c'est interdit d'être représenté sur scène. Et qu'est-ce qui l'interdit? C'est cette règle-là qui est dite règle des bienséances. La règle de la bienséance interdisant de représenter tout ce qui peut être choquant, violent pour le spectateur. Ce sont les fameuses règles du théâtre classique. Alors, comment se compose, comment est construite une pièce de théâtre? Dans toutes les scènes, il y a des actes et des scènes. Des actes et des scènes, sauf
dans le théâtre moderne, l'exemple de Antigone que vous allez voir l'année prochaine peut-être, où on remarque presque une disparition, une absence de cette structure-là. Mais dans le théâtre classique, une pièce théâtrale s'étale généralement au maximum sur 5 actes. Et chaque acte se compose de plusieurs scènes. Donc la première scène s'appelle la scène d'exposition. La scène d'exposition a pour objectif d'apporter bien sûr les informations nécessaires concernant la compréhension de la pièce. Ça nous permet de présenter les personnages, de situer l'événement dans un cadre spatial, le lieu, et aussi un cadre temporel, le lieu de l'histoire. Donc ça nous rappelle aussi les événements antérieurs et de fixer le code de la pièce. Ça veut dire quoi? À travers cette scène-là, on découvre qu'on aura affaire, qu'on va suivre soit une comédie, ou bien une tragédie, ou bien une pièce en vers, ou bien une pièce en prose. La situation problème, ou bien le conflit, ou bien la perturbation, ce qu'on appelle le nœud. C'est l'endroit où on sent que on atteint le paroxysme de conflit entre les personnages, et c'est un conflit qui s'avère irrésolvable. C'est le nœud. Et chaque pièce les événements doivent évoluer pour aboutir, pour atteindre ce stade-là qui s'appelle le nœud, qui est où l'intrigue se noue, se complique. Et c'est là où on précise ce qu'on appelle, on trouve les personnages qui heurtent des obstacles. Le cas des choix impossibles, le choix des mariages contrariés, comme nous allons vous le voir dans plusieurs scènes, plusieurs pièces de Molière. Et chaque problème a un aboutissement, chaque problème a une solution. Donc, lorsque on sent que le conflit s'oriente vers une certaine solution, c'est ce qu'on appelle le dénouement, ou bien la fin. Le dénouement, il est souvent heureux ou malheureux en fonction du type de la pièce. Si la pièce est comique, donc le dénouement est heureux. Si elle est tragique, et donc le dénouement il est malheureux. Le dénouement, j'ai dit, correspond à quoi? À la résolution du conflit. Donc il peut être un dénouement heureux ou un dénouement malheureux. La comédie, c'est un genre de théâtre d'origine grecque qui vise bien sûr à dénoncer, à stigmatiser, à critiquer les travers, les ridicules observés dans la société. Il se caractérise par sa fonction principale, c'est le rire, c'est l'humour, c'est le divertissement. D'accord? Contrairement à la tragédie. La tragédie, elle obéit aux règles des trois unités, c'est vrai. Elle met en scène des personnages qui appartiennent à des catégories moyennes de la société. Ils ne sont ni héros, ni rois, ni princes. Mais avec des préoccupations, la santé, l'argent, la vie de la famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, les aventures toujours se terminent de manière heureuse, dans la comédie. Dans la tragédie, les personnages appartiennent à des classes sociales aisées. Parfois, dans la tragédie classique, ça dépasse, parfois on trouve un personnage qui entre en conflit avec son destin. Alors les aventures se terminent, j'ai dit, de manière heureuse, surtout les personnages sont bien récompensés, les ridicules échouent, les amoureux se marient. À l'exemple de quoi? De notre pièce, Le bourgeois gentilhomme.
Molière, c'est qui? Tout le monde le connaît. C'est un dramaturge et un comédien français. Molière, c'est son pseudonyme. C'est un alias. Son vrai nom, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Il est issu d'une famille aisée. Il est né en 1622. Il est mort en 1673. Il est mort alors qu'il présentait pour la 4e fois sa dernière pièce Malade imaginaire. Il a fait des études secondaires chez les jésuites, puis des études de droit à Orléans qu'il va rompre pour rejoindre la famille Béjart, avec qui il va fonder l'illustre théâtre, le théâtre de Molière, sa troupe de théâtre. À partir de 1659, Molière s'installe à Paris, bien sûr protégé par le roi Louis XIV. C'est là où il se consacre au divertissement du roi, d'accord? Pour le public parisien aussi, il donne de nombreuses pièces en vers et des pièces en prose. Si on nous demande de parcourir la bibliographie de l'écrivain, on ne peut pas cerner, dans le temps qui nous est consacré toutes les pièces écrites par Jean-Baptiste Poquelin. On peut nous contenter de quelques titres. Par exemple, Fourberie de Scapin, Le malade imaginaire, Le médecin malgré lui, et L'avare, c'est une pièce très connue. Tartuffe, Don Juan, L'école des femmes, Les femmes savantes, L'étourdi, et ainsi de suite. Donc la liste est très longue. Pour nous, on peut nous concentrer, plutôt nous contenter de quelques titres en retenant les plus connus comme L'avare, Médecin malgré lui, Fourberie de Scapin, Don Juan, Tartuffe. Voilà, donc ce sont les plus connus comme titres. Les personnages de cette pièce sont nombreux, mais les principaux sont la famille Jourdain, monsieur et madame Jourdain et leur fille Lucie. Monsieur Jourdain, c'est un bourgeois naïf, sot en quelque sorte, mais qui rêve de l'ascension sociale, qui rêve d'intégrer la classe nobiliaire. Madame Jourdain, c'est sa femme. C'est une femme plus ou moins sage et pondérée. Lucie, c'est leur fille. Elle est l'amoureuse de Cléante. Cléante, c'est un homme amoureux de Lucile, mais il voudrait l'épouser, mais M. Jourdain s'oppose à ce mariage parce qu'il ne fait pas partie de la classe nobiliaire. Nicole, c'est qui? C'est la servante de la famille Jourdain. Corviel, c'est en quelque sorte le valet de Cléante. Et aussi, il est l'amoureux de Nicole. De Ronte, c'est un comte ruiné et qui profite de la stupidité, de la naïveté de Jourdain pour lui piller l'argent, pour lui voler son argent, sous prétexte qu'il lui a fait des promesses de l'aider à devenir noble ou gentilhomme. Donc c'est un escroc dont la complice, c'est Dorimène, une marquise. À un certain moment de la pièce, M. Jourdain allait tomber amoureux de la marquise Dorimène. Et pour devenir gentilhomme et noble, et pour être digne d'intégrer cette classe, il va falloir suivre des cours de musique, de danse, d'armes, de philosophie, d'accord, qui seront donnés par des prétendus maîtres. Et la pièce aussi va connaître la présence des garçons tailleurs, des laquais, des musiciens et des danseurs. C'est en 1670, le 14 octobre, que le bourgeois gentilhomme est joué pour la première fois par la troupe de Molière devant la cour du roi dans le château de Chambord. Madame Henriette d'Angleterre,
C'était la cousine et la belle-sœur de Louis XIV, chérie du roi, vient de mourir. Et pour divertir, pour amuser la famille royale en deuil, on a présenté cette pièce-là à l'honneur du roi et de sa famille. Le Bourgeois gentilhomme en tant que pièce de Molière, c'est quoi? C'est une pièce, c'est une comédie de 5 actes. Elle raconte l'histoire de M. Jourdain, un homme riche et bourgeois, mais il est surtout obsédé par le désir d'appartenir à la classe nobilière. Il s'efforce pour y parvenir d'acquérir les manières et la culture nécessaires en multipliant, en suivant des cours de musique, de danse, et d'escrime et de philosophie. Alors, quoique marié, il convoite, il fait la cour à une marquise qui se moque de lui, avec la complicité de son amant, dont on a cité le nom tout à l'heure. C'est le comte de Rente. Alors que la fille de M. Jourdain, Lucile, aimait Cléante, mais le père s'oppose à ce mariage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il refuse un tel mariage parce que le pauvre n'est pas du tout noble. Voilà en quelque sorte un tour d'horizon de la pièce. Je voudrais juste vous donner un avant-goût à la découverte de la pièce. Et j'espère que j'ai pu piquer votre curiosité à lire la pièce. Souhaitons vous rencontrer encore une fois à travers une autre capsule vidéo prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir.